Ok, super. Alors voilà. Donc me revoilà. Donc ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est comment agissent les clients d'aujourd'hui et les clients de demain, et notamment les gens qu'on appelle de ma génération, les millénials, les générations Y, etc., 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 les digital natives. Vous avez tous lu dans la presse plein de noms à notre propos. Pour rappel, les gens nés entre 80 et 2000. Alors, je vais essayer donc de vous parler un peu de comment est-ce qu'on envisage nos voyages et comment est-ce que demain, du coup, vos clients de demain, ils agiront. Alors, ce que je vous ai affiché ici, est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez, très bien. C'est un extrait de quelques logements, quelques hôtels, quelques Airbnb dans lesquels j'ai été ces 12 derniers mois. Alors, vous voyez qu'il y a de l'hébergement low cost, vous voyez qu'il y a un Airbnb, vous voyez qu'il y a un hébergement plus luxueux. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, le client d'aujourd'hui est vraiment le client de demain. Il n'est plus du tout monolithique, il est vraiment multifacette. Il est vraiment multifacette. Il peut aller manger au McDo le midi et puis dans un restaurant étoilé le soir. Et en fait, tout ça, ça s'inscrit finalement dans plusieurs tendances de la société qu'on observe. D'abord, une première tendance dont je voulais vous parler, enfin partager avec vous, c'est le blurring. Je ne sais pas si vous connaissez cette tendance du blurring, qui fait que de plus en plus nos vies pro et nos vies perso sont vraiment entremêlées. Qui n'a jamais envoyé ou checké ses mails pro depuis un lieu de vacances? Qui n'a jamais réservé des vacances justement depuis son bureau? Donc ce phénomène de blurring, il est vraiment de plus en plus présent dans nos générations et puis de plus en plus demain. Un autre phénomène dont je voulais vous parler aussi, c'est le phénomène de la freelancisation de la société. Je ne sais pas si vous savez, mais un tiers des actifs aux États-Unis aujourd'hui sont travailleurs indépendants, sont freelance, travaillent à leur compte. Et c'est un phénomène qui est en forte croissance. Ils seront bientôt 40%. En France, on est à peu près 15%, donc on est évidemment en dessous, mais pareil, forte croissance. Forte croissance. Le chauffeur Uber, il est à son compte. Le pilote Ryanair, on le sait un peu moins, il est à son compte aussi. D'accord? Et donc, moi, je pense qu'on va vers une société comme ça de plus en plus de travailleurs indépendants. En tout cas, ici, ce n'est pas le débat de savoir si c'est bien, si c'est pas bien. En tout cas, c'est une réalité quand on regarde les chiffres. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que la vie pro, la vie perso, elle s'entremêle. Parce que le client, il est multifacette. Il est potentiellement beaucoup plus zapper. Beaucoup plus zapper. Et donc demain, il va falloir adapter les expériences clients pour justement répondre à ces attentes de ces zappers. Alors quand je dois préparer un voyage en général, la première chose que je fais, c'est que je lance mon navigateur et puis j'ouvre une dizaine d'onglets avec une dizaine de sites. J'ai mis quelques exemples comme ça, des sites hyper inspirationnels comme Mr. and Mrs. Smith, ou pourquoi pas des sites d'office de tourisme, ou pourquoi pas des blogs de voyageurs. Ensuite, évidemment, TripAdvisor, je ne vais pas revenir dessus. Google Maps, évidemment, pour aller voir un petit peu la géographie du lieu où je vais. Booking.com pour aller, pas forcément pour réserver in fine, on y reviendra, mais pour comparer très rapidement et facilement les prix. Airbnb pour avoir évidemment une alternative aux hôtels. Kayak si j'y vais en avion. Trendline, qui était anciennement Capitaine Train si j'y vais en train, etc., etc. Le point commun de tous ces sites et plateformes, c'est à la fois, donc c'est soit ils sont très inspirationnels, soit ils sont très très pratiques, soit les deux. Inspirationnels, pratiques, les deux. Donc je vais chercher de l'inspiration et puis je vais éventuellement réserver. Je vais aller faire un petit tour sur... alors je vous ai mis ici une plateforme au hasard, Fairbooking, vous connaissez certainement. Fairbooking, c'est intéressant, ça permet d'aller réserver... entre guillemets, en direct des hôtels, en fait, en passant par cette plateforme qui se veut un peu une alternative à Booking.com, qui ne va pas prendre les 20% de com de Booking, qui va demander un tout petit fee fixe annuel et qui va travailler avec, évidemment, aujourd'hui, moins d'hôtels. Je vais checker un petit peu. Bon, si je ne trouve pas mon bonheur sur ce site, je vais aller, évidemment, voir sur d'autres plateformes. Mais c'est un peu, encore une fois, cette tendance dont je voulais vous parler, qui est, vous savez, on a aujourd'hui des plugins Amazon Killer. Vous vous connectez sur Amazon, vous regardez le produit que vous voulez acheter et il y a le pop-up qui s'affiche et qui vous dit bon, vous pouvez aussi le trouver dans votre librairie de quartier à 1 km de chez vous. Voilà, plugin Amazon Killer que vous connaissez peut-être. Mais ce qui est important de savoir et de se rendre compte, moi ce que je fais, c'est que je vais voir là-dessus parce que ça colle à mes valeurs. Ensuite, je vais aller voir sur le site de l'hôtel en direct. Je
vais essayer de réserver. Mais surtout, si sur le site de l'hôtel ou de l'office de tourisme ou de peu importe, ça ne marche pas, c'est long, c'est pas ergonomique, ça prend plus de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, je zappe, direct, je lance booking.com, je réserve, c'est fini. Et on est tous comme ça. On a tous essayé de faire plaisir à un petit commerçant, une boîte française, etc., pour aller commander un livre ou un DVD. Et puis, on a galéré pour se créer le compte pour s'inscrire. On a galéré pour mettre les adresses, etc. Et puis, on a dit, OK, ça me saoule, je ferme. Et j'ai lancé l'appli Amazon et je me suis fait livrer dans la journée ou le lendemain. Franchement, qui n'a jamais fait ça, quoi? On est d'accord? Et Amazon et Booking ont fixé des standards qui aujourd'hui sont, pour Amazon, la livraison dans la journée ou le lendemain. C'est juste dingue. Donc il faut, pour ça, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que il faut mettre l'emphase évidemment sur l'expérience client, l'expérience utilisateur, on y reviendra. Ensuite, je vais arriver sur mon lieu de vacances. Alors, soit je suis en voyage d'affaires, soit je suis en voyage de tourisme. En voyage d'affaires, je vais vouloir peut-être le check-in le plus rapide possible. Et éventuellement, pourquoi pas, moi qui suis un technophile, recevoir la clé sur mon iPhone, sur mon smartphone. Et pouvoir ouvrir ma chambre d'hôtel ou mon Airbnb avec, vous savez, ces nouvelles méthodes où vous avez la clé digitalisée en fait, et ça fonctionne avec le Bluetooth. Vous savez, par exemple, One Fine Stay, cette plateforme un Airbnb haut de gamme de luxe qui a été racheté par Accor, propose ses services à ses propriétaires et donc à ses locataires. Vous avez aussi des startups, vous avez plein de startups comme Noki par exemple qui proposent ça pour n'importe quel hôtelier, n'importe quel gîte, n'importe quelle personne qui exploite des hébergements de tourisme. C'est pas mal parce que vous pouvez créer des clés digitales éphémères et puis dire voilà, cette personne elle a le droit d'entrer avec son Bluetooth entre telle heure et tel jour et tel jour. Ensuite, une fois que j'ai fait mon check-in physique, en fait, je vais faire mon check-in virtuel. Donc, c'est quoi mon check-in virtuel? Finalement, je vais aller me check-in sur Facebook et dire à ma communauté, voilà, je suis là. D'abord, pour me la péter un peu, hein, évidemment. Je vais leur dire, vous qui êtes restés dans vos tours de la Défense, moi, regardez où je suis, c'est cool. Et puis, plus sérieusement, c'est aussi l'idée de... tiens, je vais avoir une personne qui va commenter et qui va me dire « Ah tiens, moi je suis déjà allé dans cet endroit, je te recommande tel petit resto, telle activité à faire, etc. Tiens, dis bonjour à machin, super commerçant, etc. » je vous raconte pas ça de manière théorique, ça m'est arrivé des dizaines de fois ça. Et des rencontres géniales, simplement en mettant effectivement check-iné, comme on dit, dans un hôtel, dans un restaurant, dans un lieu de vacances, et puis plein de gens qui viennent me dire tiens, va là, etc. Et des découvertes très sympas. Ici, je vous ai mis en exemple cet hôtel. C'est un hôtel à Sydney qui s'appelle le 1888. Et en fait, le propriétaire a une idée vraiment marrante il y a quelques années. Il a tout refait, toute la déco de son hôtel, comme vous pouvez le voir. En fait, il a fait une espèce d'hôtel Instagram friendly, où donc on va pouvoir partager des photos de l'hôtel sur Instagram. Et en fait, on va être incité à le faire parce que cet hôtelier, figurez-vous qu'il offre une nuit gratuite à tout client qui vient et qui a 10 000 followers minimum sur Instagram et qui évidemment poste une photo de son hôtel sur Instagram. Vraiment malin comme démarche, c'est de m'appuyer sur mes clients comme des ambassadeurs finalement de mon lieu. Donc l'hôtel 1888, en plus de ça, il est allé plus loin, il distribue à la réception des cartes avec des itinéraires où vous pouvez prendre les plus beaux selfies avec des panoramas derrière, etc. etc. Donc je ne dis pas qu'il faut que tous les hôtels ou tous les lieux fassent ça évidemment, mais c'est une bonne idée. Et vous pouvez faire ce genre d'initiative et vous pouvez aussi prendre le contre-pied de ce genre d'initiative avec, par exemple, tout ce qui est digital detox. Inciter les gens à, pendant une nuit, pendant quelques jours, pendant quelques heures, mettre de côté leur smartphone et leur connexion et puis justement profiter de leur séjour. Ce n'est pas du tout antinomique, hein. On peut très bien de temps en temps avoir besoin de ça et puis de temps en temps, au contraire, vouloir être connecté. Ensuite, je suis dans ma chambre, je suis dans mon hôtel, dans mon Airbnb, dans mon hébergement, peu importe. Ici, je voulais vous parler d'un concept que j'ai visité récemment qui est vraiment intéressant, qui s'appelle Goralska. Goralska Résidence près de la Bastille à Paris. Et ce qui est intéressant dans ce concept, au-delà de plein de choses, par exemple, vous voyez les parois, elles sont amovibles, donc vous pouvez transformer une chambre, une pièce en 2 pièces, 3 pièces, 2 chambres, etc.
Bref, au-delà de ça, c'est tout le système de domotique qui est intégré, qui est vachement intéressant dans cet hôtel. Alors un domotique comme on les trouvait il y a 20 ou 30 ans dans des palaces en Suisse, etc. Mais évidemment, c'est un peu la version plus moderne aujourd'hui. Non seulement je peux piloter mon Wi-Fi, mon chauffage, mon électricité, etc. par un petit boîtier central, mais en plus, je peux me connecter avec mon smartphone à tout ça. J'arrive dans ma chambre, je me connecte sur le Wi-Fi de l'hôtel et je peux en fait contrôler tout ça, tout ce dont je viens de vous parler, eh bien, avec mon smartphone. Ça, c'est déjà sympa. Deuxième étape encore plus sympa, deuxième niveau, c'est que tout ce que j'ai dans mon smartphone, aujourd'hui, on a tous notre vie, notre bibliothèque dans la poche. On a Netflix, on a Spotify, on a Deezer, on a iTunes, on a tout ça, toute notre musique, tout notre confort en fait audio et vidéo. Eh bien, je peux le balancer ici sur la télé. J'arrive dans cet hôtel et je balance Netflix sur la télé. Plutôt que de regarder sur mon petit écran, je profite à la fois des installations de l'hôtel et aussi de ma zone de confort que je connais, mon abonnement de Netflix, comme chez moi. Finalement, je suis à l'hôtel comme chez moi. C'est quand même un peu le but du voyage aussi. Dernier point que je voulais aborder avec vous, la restauration. Parce que la restauration, alors d'abord, je suis un grand foodie, je suis un grand fan de bouffe. Et en plus de ça, la restauration, c'est l'un des derniers points hyper différenciants, je trouve, dans une offre de destination touristique. C'est ce qui peut faire, par exemple, préférer un hôtel plutôt qu'un autre, ou même préférer d'aller à l'hôtel versus Airbnb. La restauration, qu'est-ce que je fais quand j'arrive sur un lieu? Eh ben, le premier réflexe, ça va être de lancer l'application Le Fooding pour regarder un peu les meilleures adresses qui sont autour de moi. Le deuxième réflexe, si je ne trouve pas mon bonheur, évidemment, c'est peut-être d'aller ouvrir l'application Michelin. Et puis ensuite, peut-être c'est La Fourchette, TripAdvisor, qui est le même groupe maintenant, etc., Yelp, et des blogs peut-être de voyageurs. Mais surtout, ce que je veux trouver, c'est peut-être dans les offices de tourisme, peut-être à la réception de mon hôtel, etc., etc. C'est des gens qui vont pouvoir me conseiller vraiment intelligemment pas seulement sur les 2-3 adresses toujours les mêmes, mais peut-être des choses très adaptées à l'ère du temps. Peut-être ils vont pouvoir me recommander une adresse où je vais trouver des plats végétariens ou des plats plus dans l'ère du temps avec de la cuisine créative, etc., etc. Vraiment un facteur, à mon avis, de différenciation fort aujourd'hui. Alors vous, du coup, acteurs du tourisme, office de tourisme, qu'est-ce que vous devez faire selon moi? Qu'est-ce que vous pouvez faire? À mon avis, c'est comme un peu les plateformes, les sites dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est d'être à la fois inspirationnel et pratique. À la fois inspirationnel et pratique pour proposer en fait la meilleure UX possible, la meilleure user experience. Parce que vraiment, pour nous, les digital natives, en fait, on est habitué à avoir la meilleure ergonomie possible sur Internet. On est habitué à avoir cette meilleure user experience. C'est pour ça qu'on utilise, par exemple, je sais pas, pour réserver des billets de train, j'ai jamais utilisé Voyage SNCF. J'utilise toujours Trainline, qui s'appelle Trainline, qui s'appelait Capitaine Train avant. Vous voyez et tout ça, tous ces exemples que je vous ai cités, ça reflète bien cet esprit-là. Je ne sais pas si vous savez, il y a un chiffre qui est vraiment hyper intéressant. Si un site met plus de 3 secondes à s'afficher, 50% des gens le quittent. Si un site met plus de 3 secondes à s'afficher, 50% des gens ferment la fenêtre et passent à autre chose. Vous vous rendez compte? 3 secondes, c'est juste, c'est rien quoi, 3 secondes. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Je ne vous parle pas que d'Internet, mais Internet du coup, ces réflexes sur le web, finalement, on les transpose maintenant dans la vie physique. Et on n'a plus l'habitude d'attendre. Et alors, ce n'est pas 3 secondes dans la vie physique, c'est peut-être 30 secondes, c'est peut-être 1 minute. Mais on veut finalement cette expérience utilisateur la meilleure possible dans la vie physique, comme on l'a sur Internet, et comme ce que je vous disais sur Amazon tout à l'heure, qui fixe en fait les standards. Et surtout, ne lancez pas des dizaines de nouveaux outils, des dizaines de nouvelles plateformes, des dizaines de nouvelles applications. On en a déjà 100 milliards. Immiscez-vous plutôt dans ce qui marche et prenez le train en marche, vraiment, c'est ce que je vous conseille, plutôt que de rajouter des énièmes applications. On en a tous 50 000, on en utilise tous 5. Voilà, merci beaucoup.